Donc aujourd'hui, on va parler de deux bacilles à gram positif. On quitte les cocci. On va parler de Listeria monocytogenes et de Corynebacterium diphtheriae, des bactéries responsables d'infections que vous devez absolument connaître. Listeria monocytogenes, c'est une bactérie extrêmement répandue dans l'environnement. Elle est présente dans le sol, elle est présente dans à peu près tous les végétaux et débris végétaux. Et elle est en particulier présente dans les végétaux qu'on destine à la consommation animale, en particulier l'ensilage. L'ensilage, c'est ce que vous voyez sous les bâches noires près des fermes tenues par des pneus. C'est de l'herbe qui est en train de fermenter, de se transformer pour donner un aliment riche en protéines qu'on donne aux ruminants. Bactérie environnementale extrêmement répandue et qu'on va retrouver en fin de chaîne alimentaire dans un certain nombre d'aliments d'origine bovine notamment. Deuxième caractéristique de Listeria monocytogenes, c'est une capacité à se répliquer dans nos réfrigérateurs. Réplication à partir de 4 degrés. Et ces deux caractéristiques vont faire de Listeria un contaminant fréquent d'origine alimentaire. Extrêmement fréquent puisque le portage digestif permanent chez le sujet sain concerne 1 à 16% de la population. Donc il y a des gens chez vous qui portent dans leur tube digestif de façon stable Listeria monocytogenes. Et puis il y a un portage intermittent chez près de 2 sujets sur 3, puisqu'on consomme, en tout cas avec nos régimes alimentaires, quotidiennement Listeria monocytogenes. Alors vous me direz pourquoi une bactérie que nous possédons à peu près tous dans le tube digestif est un problème de santé publique. Eh bien on va voir qu'il y a 2 raisons, 3 même. Bien que ce soit une maladie rare, rarement plus de 300 cas par an en France, et encore ça ce sont les années épidémiques, c'est une maladie sporadique, liée à la contamination d'aliments lourdement contaminés, on va le voir, eh bien, elle est un problème de santé publique parce qu'elle évolue parfois sous des modes épidémiques, quand par hasard un aliment contaminé est largement distribué à des individus différents et qu'on va avoir des cas infectieux liés à la consommation de ce produit lourdement contaminé. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'est un problème de santé publique, c'est parce que c'est une maladie extrêmement grave quand elle se déclare. Elle est grevée d'une mortalité de 15 à 25%, ce qui est énorme. Et les séquelles neurologiques, après la forme classique qui est la forme neuroméningée, sont extrêmement importantes puisque 40% des sujets présentent des séquelles. Et puis, dernier point pour lequel c'est un problème de santé publique, c'est une maladie qui est liée à l'alimentation et à l'alimentation tout venant. La gamme d'aliments contaminés possibles est extrêmement importante, y compris des produits dits haut de gamme, par exemple le caviar, le saumon fumé. Ce sont des aliments qui peuvent être contaminés aussi bien que le fromage, les produits laitiers ou la salade. Donc c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Ces raisons font que la maladie est à déclaration obligatoire, je vous demande de le retenir. Néanmoins, pour ne pas noircir le tableau, il faut savoir qu'il y a des facteurs favorisant au déclenchement d'une listériose par rapport à l'extrême prévalence de la colonisation chez l'homme. Premier facteur sont les facteurs qui touchent l'hôte. La listériose est une maladie des âges extrêmes de la vie et 30 et 20% des listérioses concernent respectivement des sujets de plus de 60 ans ou des nouveau-nés. C'est une maladie de la grossesse, ça c'est une spécificité et on va largement revenir dessus. Et c'est également une maladie qui est assez spécifique à des hôtes fragilisés immunologiquement, donc patients transplantés, patients atteints d'hémopathie par exemple. Deuxième facteur qui est lui lié à l'inoculum bactérien. Si un certain nombre d'entre vous sont porteurs de Listeria, si nous côtoyons la bactérie tous les jours dans notre alimentation, le risque d'infection n'apparaît de façon majeure qu'à partir du moment où on ingère plus d'1 milliard de bactéries, ce qui n'est fort heureusement pas souvent le cas. Alors quand est-ce que ça va arriver? Eh bien ça va arriver puisque la plupart des aliments sont contaminés, notamment tous les aliments d'origine carnée et les aliments d'origine lactée sont contaminés, eh bien, quand ils vont être mal conservés dans un réfrigérateur dans lequel les bactéries vont se multiplier, eh bien, on risque d'arriver, après un certain temps, à un inoculum suffisamment massif pour provoquer des infections. Vous pouvez avoir l'impression que nos modes de consommation excluent la détérioration des aliments dans les réfrigérateurs. Eh bien, dans les dernières grandes épidémies d'infection à Listeria, on s'est aperçu que des gens consommaient de la langue de porc en gelée et un des patients de l'épidémie avait conservé une barquette de cette langue de porc en gelée dans son réfrigérateur pendant 8 semaines entamées en mangeant tous les jours une cuillerée.
Donc les habitudes françaises ne sont pas nécessairement toujours indemnes de reproches en termes de conservation des aliments. Alors, traditionnellement, le pouvoir pathogène naturel de l'hystéria, ce sont deux grands tableaux, les listérioses materno-fétales et les listérioses neuroméningées. Quand on regarde les données épidémiologiques, on s'aperçoit que c'est à peine la moitié des cas de listériose qui sont représentés par ces deux types de pathologies. On a également, et de plus en plus fréquemment, avec les techniques modernes d'immunodépression et les maladies de l'immunodépression acquises, eh bien, on a des septicémies sans point d'appel qui représentent, dans notre pratique, plus de 50% des cas maintenant. Il existe d'autres localisations plus rares, localisations systémiques, digestives, avec des cholécystites, des péritonites, et puis des localisations qui sont liées à une inoculation directe, par contact avec la muqueuse, dans le cas des conjonctivites, ou par inoculation articulaire, et c'est le cas d'arthrite septique à l'hystéria. Mais ces localisations sont rares, et ce que je vous demande vraiment de savoir, c'est que l'essentiel de la listériose, c'est une septicémie sans point d'appel chez un sujet fragilisé, bien que les deux autres grands tableaux soient absolument à connaître. Les listérioses maternelles et néonatales constituent une entité tout à fait particulière, spécifiquement liée à l'Listeria monocytogenes. Le primum movens de l'infection, c'est l'infection de la femme enceinte. Il s'agit souvent d'une infection infraclinique, consommation d'un aliment contaminé, translocation digestive vers la circulation sanguine de l'Listeria monocytogenes et une expression qui est souvent très faible. Au mieux ou au pire, on a un peu de fièvre, mais souvent ça passe totalement inaperçu. Le fait que la fièvre chez la femme enceinte puisse être le reflet d'une petite infection à l'hystéria va faire que systématiquement on recommande le traitement de cette femme enceinte lorsqu'elle est fébrile par 10 jours d'amoxicilline. Ça, c'est pour prévenir la listériose néonatale. Alors, les conséquences pour la femme enceinte et pour le fœtus, tant qu'il est encore à l'intérieur, ce sont des avortements, ce sont des accouchements prématurés, plus rarement des morts in utero, mais il y a une pathologie fœtale qui est liée à cette infection à bas bruit chez la femme enceinte. Mais l'essentiel de l'infection, c'est l'atteinte du nouveau-né. L'atteinte du nouveau-né qui est essentiellement, alors elle est extrêmement rare, mais quand elle se présente, elle est très spectaculaire. C'est un syndrome précoce, c'est une septicémie majeure, c'est un envahissement massif du nouveau-né par l'Listeria monocytogenes. À la différence de ce qu'on a vu avec les strepto-B, où l'inoculation du germe, c'était au moment du passage de la filière, là, vous comprenez bien que l'infection, elle a lieu d'abord dans la matrice, elle se développe dans le fœtus, et c'est à l'accouchement qu'on s'en aperçoit seulement. Le tableau caractéristique le plus spectaculaire, dont on va voir une photographie, c'est ce qu'on appelle le tableau de granulomatosis infantiseptica. C'est une fièvre fœtale, néonatale, extrêmement importante, avec une hépatosplétomégalie qui vous verrez est spectaculaire, un ictère, une éruption cutanée, et dans 2 cas sur 3, une méningite. La mortalité, dans ce tableau, est au moins égale à 20%, les séquelles neurologiques, au moins de 40%. Il existe un autre tableau qui est beaucoup plus rare, c'est une infection qui survient un peu plus tardivement, un peu comme l'infection tardive à strepto-B qu'on a évoquée hier. Ce syndrome plus rare est généralement nosocomial. Ça ne veut pas dire qu'il est acquis à l'hôpital nécessairement, mais nosocomial étymologiquement veut dire acquis au cours des soins, au cours des soins qu'on donne au nouveau-né. Alors voilà ce tableau, j'espère que la photo sort assez bien. Voilà un enfant atteint de granulomatosis infantiseptica. Vous notez l'ictère, la coloration orange extrêmement prononcée. Vous notez les hémorragies sous-cutanées et vous notez la très importante hépatosplénomégalie, avec vraiment ici une dilatation abdominale importante. Une image du placenta, dont on va voir qu'il est l'endroit massif d'absédation, très importante ici, donc un placenta expulsé. Et vous voyez toutes les taches blanches, notamment ici cette espèce de gros amas de pus. Ça, c'est vraiment une collection purulente pleine de milliards de Listeria monocytogenes. Donc le placenta est très lourdement absédé dans ces infections. Quelle est la physiopathologie de l'infection materno-fétale? C'est une infection très originale. C'est un ensemencement hématogène. Donc tout d'abord, un petit épisode bactériémique ou septicémique chez la femme enceinte et une infection de la partie maternelle du fœtus, c'est-à-dire jusqu'à la dernière enveloppe maternelle qui entoure le placenta, c'est-à-dire la décidua, ce qu'on appelle également la caduque. Vous savez, c'est cette enveloppe qui est expulsée avec le placenta
après la naissance, mais qui est un feuillet maternel. Et la bactérie va s'installer à cet endroit-là, et comme c'est un tissu maternel, comme il y a une immunité active, il va y avoir une très forte réaction inflammatoire. Mais malheureusement, cette réaction inflammatoire, elle est limitée à cette caduque. Et la barrière n'est pas étanche, la bactérie va pouvoir passer dans les tissus fœtaux. Et là, il n'y a plus aucune protection immunitaire. Et ça réalise un tableau, cet envahissement bactérien sans obstacle, ça s'appelle une miliaire, on retrouvera ce terme dans la tuberculose, et il y a une véritable miliaire listérienne qui se produit dans le fœtus sans aucune réaction inflammatoire. Et il y a un envahissement de tous les tissus via la circulation fœtale. C'est ce qui explique ce tableau extraordinaire qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième forme classique, les listérioses neuroméningées, cette fois-ci touchant plutôt l'adulte, et on a vu plutôt l'adulte dans la deuxième ou la troisième partie de sa vie. Le tableau classique, c'est une méningoencéphalite. Très différente de la méningite dont on a vu un exemple avec pneumocoque hier, la méningoencéphalite est un tableau plus difficile à mettre en évidence biologiquement. C'est à la fois un syndrome méningé fébrile, accompagné de troubles de la conscience, mais également un ensemble de signes d'atteinte parenchymateuse, et notamment du rhombencéphale, c'est-à-dire la partie du cerveau d'où sont originaires les 12 paires de nerfs crâniens. Donc cette paralysie des nerfs crâniens, due à la présence de la bactérie, va conduire à des signes qui sont parfois très caractéristiques, notamment une hémiparésie, une ataxie, et qui sont très évocatrices dans un contexte d'une méningite qui n'est pas outre mesure spectaculaire. Ça va suggérer qu'on est en présence d'une listériose neuroméningée. Mais à côté de ce tableau classique, on va avoir des méningites pures. On peut avoir des signes méningés avec la triade de raideur de la nuque, céphalée, vomissement, et puis un liquide céphalorachidien plein de cellules immunitaires, polynucléaires, monocytes et listeria à l'intérieur. Ce qui est beaucoup plus insidieux, c'est les tableaux d'encéphalite pure, où il n'y a pas la composante méningée, celle qui a retenu l'attention en général dans les deux premiers tableaux. Et ça, ce sont des maladies à démarrage souvent insidieux. Il n'y a à peu près que les troubles de la conscience qui éveillent l'attention, pas du patient, mais des gens qui l'entourent. Et ce qui est ennuyeux, c'est que le liquide céphalorachidien, dans ce cas-là, est en général normal. On connaît très peu de choses de la physiopathologie de l'infection neuroméningée. On sait néanmoins que, comme pour l'infection néonatale, c'est la septicémie initiale, la dissémination hématogène, qui va faire qu'on va avoir un ensemencement, peut-être au niveau des plexus choroïdes, et un franchissement hémato-encéphalique. Il y a deux écoles qui s'affrontent, soit un passage direct des bactéries, elles sont dans le sang, libres, et elles passent. Je pense que ce n'est pas la bonne explication. La bonne explication, c'est que l'hystérien, on va le voir, est un germe qui survit à l'intérieur des cellules, et ces cellules, notamment les monocytes, vont servir de cheval de Troie pour transporter l'hystéria à travers la circulation, à l'abri de la réponse anticorps en particulier, et un certain nombre de ces monocytes vont pouvoir transloquer, passer entre les cellules de l'endothélium vasculaire et passer à l'intérieur du cerveau. Dans le cerveau, ça réalise des micro-absédations qui sont responsables de ces tableaux plutôt encéphalitiques que méningitiques. Alors, comme l'hystéria est une bactérie qui est essentiellement intracellulaire lorsqu'elle est chez l'homme, dans l'environnement elle est absolument extracellulaire, mais chez l'homme elle est intracellulaire, eh bien, on va avoir une réponse immunitaire qui est essentiellement une réponse immunitaire CD8T cytotoxique. Des cellules de la rate, des lymphocytes CD8, vont être capables de répondre à la présence de cellules infectées par l'hystéria et vont les détruire. La seule immunité efficace anti-lystérienne, c'est cette réponse immunitaire cellulaire. Alors bien sûr, un certain nombre de bactéries extracellulaires vont être reconnues et susciter une réponse humorale, et on va avoir des anticorps, en particulier dirigés contre l'hémolysine de l'hystéria, des anticorps anti-lystériolysine O, qui apparaissent dans la circulation. Ils peuvent avoir un intérêt diagnostique, mais en aucun cas ils ne sont protecteurs. Donc pour avoir une immunité antilystérienne active, il faut avoir un très bon fonctionnement de son immunité cellulaire, et les gens qui n'ont pas ce bon fonctionnement de l'immunité cellulaire sont des gens qui sont plus à risque de faire une infection lystérienne. Alors je vais vous parler du diagnostic de la listériose. Le diagnostic est essentiellement un diagnostic par mise en évidence de la bactérie. Le choix des prélèvements est très important et va être dépendant naturellement de la forme de listériose à laquelle vous avez affaire. Lors d'une fièvre inexpliquée chez une femme enceinte,
ce sont les hémocultures qui vont absolument être le prélèvement crucial. Et là, vous pouvez le retenir, le souligner sur vos colis. La recherche du portage vaginal de Listeria est inutile. Ce n'est pas au moment du passage de la filière vaginale que va se produire la contamination, c'est bien avant, il faut un ensemencement hématogène. Et vous comprenez bien que si 70% des gens sont porteurs transitoires de Listeria, il est absolument inutile de rechercher Listeria dans un prélèvement digestif, ça n'aura pas de valeur diagnostique. Donc retenez que c'est l'hémoculture, il ne faut vraiment pas hésiter, même lors d'un épisode fébrile mineur chez une femme enceinte, à prélever une hémoculture et de toute façon à traiter avec les 10 jours obligatoires d'amoxicilline. Lors de l'infection de l'enfant lui-même, l'infection néonatale, l'infection du péripartum, on va dire, l'infection de la maman et l'infection du nouveau-né au moment de la naissance. Le prélèvement extrêmement important, et vous l'avez vu tout à l'heure sur la photographie, c'est le placenta, ce placenta abcédé dans lequel on trouve des quantités absolument ahurissantes de germes. On peut également pratiquer des hémocultures chez la maman, puisqu'elle est en général au moment de l'accouchement tout à fait septicémique à Listeria, mais c'est vraiment le placenta qui est important. Et puis, naturellement, les prélèvements du nouveau-né. Et là, le liquide céphalorachidien est naturellement le premier prélèvement, les hémocultures, et puis éventuellement le liquide gastrique, sans que le liquide gastrique ait l'importance qu'il a dans l'infection à Strepto B, où c'est l'inhalation ou l'ingestion de la bactérie qui est à l'origine de l'infection. Là, ce n'est pas du tout le cas, et c'est dans le LCR et dans le sang qu'on va trouver des quantités importantes de la bactérie. En dehors de la grossesse et de l'accouchement, donc chez le sujet âgé par exemple, chez le sujet immunodéprimé, ce sont là encore les hémocultures et le liquide céphalorachidien qui vont faire le diagnostic. Et puis là, il ne faut pas négliger dans les contextes épidémiques les prélèvements alimentaires et les prélèvements environnementaux. Lorsqu'une épidémie listérienne se déclenche en France, il y a un branle-bas de combat, il y a un battage médiatique qui est souvent très important et on cherche à trouver le plus rapidement possible la source alimentaire de la bactérie et on réalise dans ce cas-là des recherches spécifiques de Listeria. Les principales caractéristiques de la bactérie sont les suivantes. À l'examen direct puis en culture, Listeria, c'est un tout petit bacille à gram positif régulier. On verra que ce n'est pas le cas des corinébactéries qui constituent la deuxième partie du cours. Et c'est une bactérie qui pousse remarquablement bien. Elle pousse sur des milieux absolument ordinaires, mais on aime bien la voir en culture sur les gélososans, parce que comme un certain nombre de streptocoques évoqués hier, elle est bêta-hémolytique. Les colonies, alors c'est beaucoup moins spectaculaire qu'avec un streptocoque du groupe A, comme on l'a vu hier, mais vous voyez que sous ces colonies translucides, on devine la zone de décoloration, alors que le fond est bien rouge, puisque c'est une gélososan. Donc, bêta-hémolyse, circonscrite à la colonie, moins spectaculaire que chez les streptocoques, mais très importante à voir. Voilà le petit bacille régulier. Vous voyez qu'ici, ce sont vraiment de tout petits bâtonnets, et il n'y a pas une extrémité qui est plus grosse que l'autre, elles sont toutes à peu près de la même taille, et c'est vraiment une bactérie très homogène en culture. L'incubation se fait à 37 degrés, mais elle se fait également, et c'est obligatoire dans le laboratoire, à 22 degrés, parce qu'une autre caractéristique importante de Listeria, c'est sa mobilité. C'est un bacille à gram positif mobile, et cette mobilité, malheureusement, ne s'exprime que dans les conditions environnementales, c'est-à-dire à des températures très inférieures à 37 degrés. 22 degrés est une température idéale. On a vu que la croissance était facile, elle ne nécessite ni anaérobiose, ni enrichissement au gaz carbonique, et en 24 heures, on a des colonies qui sont tout à fait caractéristiques. Les principaux caractères d'identification sont un métabolisme aérobie, anaérobie facultatif, comme les staphylocoques, comme les streptocoques. Un élément important est la tolérance thermique, et notamment la tolérance au froid. On arrive à faire pousser les bactéries à 4 degrés. Néanmoins, la température optimale, c'est 35 degrés. La mobilité qu'on vient d'évoquer, à 20-22 degrés. Et deux caractères biochimiques que je vous demande de connaître. La catalase, ce sont des bactéries qui sont catalases positives. Et la capacité à hydrolyser l'esculine, c'est une petite réaction chimique très facile à faire sur un milieu de culture, de révélation très rapide, en moins de 2 heures, et qui permet de la différencier de la plupart des autres bacilles à gram positif qu'on pourrait rencontrer chez l'homme. Je vous mentionne le sérodiagnostic listérien parce qu'il est demandé, et il est demandé pour une raison simple, c'est que vous avez vu qu'il y a un certain nombre de formes frustres ou difficiles à diagnostiquer biologiquement de la listériose. Dans une encéphalite pure, il n'y a pas de présence
de la bactérie à l'intérieur du liquide céphalorachidien, et il n'y en a plus dans le sang non plus, donc on n'a pas accès directement. Donc, un certain nombre de cliniciens vont être en situation de demander un diagnostic de la réponse de l'organisme à l'hystéria. Et on a vu qu'il y avait une production d'anticorps, qui était la production d'anticorps anti-listériolysine O, et ce titrage des anticorps peut être intéressant. Alors, il est intéressant si on assiste à une séroconversion, c'est-à-dire un premier prélèvement un jour donné, qui est négatif, et un autre prélèvement 15 jours après, dans lequel on a un taux spectaculairement élevé d'anticorps antilistériens. Malheureusement, ce cas est assez rare, puisque comme nous sommes tous colonisés par l'hystérien, un certain nombre d'entre nous vont développer, bien que n'ayant jamais fait la maladie, et ne la faisant probablement jamais, vont avoir un taux d'anticorps qui n'est pas négligeable. Et dans ce cas-là, le premier taux sera ininterprétable. Néanmoins, il faut savoir que dans les infections aiguës, on a un titre très très élevé parce que quand on dilue le sérum jusqu'au 5 millième, on trouve encore des anticorps antilistériens. Donc vraiment, l'appoint au diagnostic, c'est essentiellement dans les formes frustres de la maladie ou les formes difficiles à diagnostiquer, et en particulier la rhombencéphalite, dans laquelle on n'a pas pu cultiver le bacille. La connaissance du traitement est très importante parce que c'est un traitement très agressif. L'hystéria est une bactérie qui est très sensible à l'amoxicilline. Néanmoins, le site infectieux, et en particulier les infections neuroméningées, nécessitent d'augmenter de façon très spectaculaire les posologies, puisque les bêta-lactamines et notamment l'amoxicilline pénètrent mal le liquide céphalorachidien et encore plus mal le parenchyme cérébral. Donc les posologies d'amoxicilline requises vont être extrêmement élevées, 200 mg par kilo par jour. Pour un sujet de 60 kg, c'est 12 g d'amoxicilline, c'est extrêmement lourd. Et la bactéricidine est suffisante au niveau du parenchyme cérébral que lorsque l'on ajoute de la gentamicine, cet aminoside assez toxique, mais qui a une action synergique, spécialement sur l'hystéria, lorsqu'elle est administrée aux posologies classiques qui sont de 3 à 5 mg par kilo par jour. Donc voilà le traitement de base. Étant donné que dans la population, il y a un grand nombre de gens qui sont allergiques aux bêta-lactamines, il existe une alternative. Je vous la propose et vous demande de la retenir. C'est dans ce cas-là le remplacement de l'amoxicilline par le Bactrim, le cotrimoxazole à forte dose. C'est une très bonne alternative avec une très bonne diffusion cérébrale. La durée du traitement est variable selon le type d'infection. Elle est en général de 3 semaines, mais chez les sujets immunodéprimés, elle va être prolongée, et chez les sujets avec une atteinte encéphalique caractérisée, elle va être prolongée également. Bien, alors jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement des pathologies à bactéries à gram positif à faible contenu en GSC. Vous vous souvenez, on a vu les staphylocoques, les streptocoques et les entérocoques. On vient de voir l'hystéria. Il nous reste finalement 2 grands pathogènes à voir, c'est Bacillus anthracis, l'agent du charbon, et puis Clostridium, l'agent de la gangrène gazeuse, Clostridium perfringens, et Clostridium difficile, l'agent des grandes diarrhées épidémiques hospitalières. Ces 2 bactéries, Bacillus et Clostridium, on les verra l'une dans un cours spécifiquement consacré aux agents du bioterrorisme, et Clostridium perfringens et difficile, on les verra dans un cours consacré aux bactéries anaérobies. Donc on va les oublier pour l'instant, et on va passer à d'autres bactéries à gram positif, phylogénétiquement très éloignées, qui sont celles à haut GC%, et qui vont faire l'objet de la fin de ce cours et du cours suivant. Alors, il y a beaucoup moins de genres bactériens dans ce groupe des bactéries à haut GC%. Il y a les microcoques, qui ressemblent un peu aux staphylocoques et qui sont à peu près non pathogènes. Il y a les corinébactéries, pour la plupart commensales et inoffensives, sauf celles qui causent la diphtérie dont on va parler. Et puis, des bactéries assez voisines qu'on appelle les actinomycètes. Enfin, on verra les mycobactéries, mais elles feront l'objet du cours de la semaine prochaine avec la tuberculose et la lèpre. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les corinébactéries qui donnent des infections humaines, et en particulier Corynebacterium diphtheriae. Corinébactéries, pour vous donner une petite idée épidémiologique, corinée en grec, c'est la racine qui veut dire massue. Vous voyez qu'à la différence de l'hystéria, les corinébactéries sont des bactéries qui ont une des extrémités qui est plus mince que l'autre extrémité. Elles ont la forme d'une petite massue. Pour la plupart inoffensives, les corinébactéries ont malheureusement un représentant qui est responsable d'une très très grave infection, rare dans nos pays, mais dont on nous prédit sans cesse le retour, une maladie qui a disparu grâce à une vaccination extrêmement efficace, qui est celle par la composante D du DT polio,
disparu dans nos pays, mais qui est malheureusement extrêmement fréquente ailleurs, et en particulier qui est en train de nous revenir par l'Europe de l'Est. La maladie s'appelle la diphtérie, avec un seul H. La bactérie s'appelle Corynebacterium diphtheriae, avec 2 H. Je vous demande d'essayer de ne pas faire l'erreur. Diphtheriae, diphto, c'est la racine qui évoque l'épaisseur, et diphtheriae, c'est la peau de bête. C'est la maladie des peaux épaisses, et on va voir pourquoi avec les fameuses fausses membranes. La diphtérie est une maladie étonnante, strictement humaine, avec un réservoir exclusivement humain, on ne la rencontre jamais chez l'animal, et c'est une maladie qui se transmet d'individu à individu par les sécrétions pharyngées, donc par simple contact par la parole par exemple. Il existe un important portage asymptomatique, y compris chez les sujets vaccinés. Donc un sujet vacciné, on verra pourquoi tout à l'heure, va pouvoir transporter la bactérie et la transmettre sans être lui-même malade. Et c'est essentiellement, la diphtérie elle-même, en tout cas, c'est la partie cardiologique de la symptomatologie, est due à une intoxination, c'est-à-dire à la production d'une toxine après colonisation bactérienne. À la différence de ce qu'on avait évoqué avec les staphylocoques dorés, ici, 2 étapes sont indispensables pour faire l'infection, la colonisation du patient sous la forme d'une angine et la production de la toxine avec des effets à distance, notamment des effets cardiaques. Cette maladie hautement transmissible et extrêmement grave est à déclaration obligatoire, vous l'avez naturellement imaginé. Autre caractéristique importante, bien que à la différence de l'hystéria par exemple, c'est qu'il n'y a jamais de bactériémie. Il y a une multiplication locale qui est en général limitée à l'oropharynx, éventuellement au nez ou à quelques autres localisations, mais il n'y a pas de dissémination systémique de la bactérie, c'est la toxine qui va disséminer. Et c'est elle qui est responsable des symptômes graves de la maladie. Cette toxine est assez particulière en ce sens qu'elle n'est pas présente dans toutes les souches de Corynebacterium diphtheriae. Elle a un support génétique qui est un phage. Je ne sais pas si vous avez vraiment idée de ce que c'est qu'un phage. C'est le virus des bactéries. Un phage, c'est un virus bactérien. C'est un virus qui infecte les bactéries et qui s'intègre dans leur génome. Et puis là, il dort pendant un certain temps et dans certaines circonstances, il peut être réactivé, se multiplier à nouveau ou bien simplement voir les gènes qu'il contient être activés. Et chez Corynebacterium diphtheriae, le phage qui contient la toxine diphtérique, il va voir l'activation du gène de la toxine lorsque la concentration en fer diminue. Vous allez voir que la toxine, elle sert essentiellement à exploser des cellules eucaryotes, ces cellules qui sont pleines de fer, dont on a vu dans les tout premiers cours que c'était un élément absolument précieux pour les bactéries. Et la stratégie de produire une toxine, une cytolysine comme la toxine diphtérique, eh bien, c'est essentiellement d'aller chercher dans les cellules le fer qu'elles contiennent pour que la bactérie puisse se nourrir. La toxine diphtérique est extrêmement adaptée à l'homme. Elle possède un récepteur qui est très original. Elle est parfaitement adaptée à ce récepteur qui est strictement humain et qui est un facteur de croissance des cellules épithéliales et endothéliales humaines qui s'appelle l'HbEGF pour Heparin Binding Epidermal Growth Factor. Et ce facteur très spécifique est enchâssé dans un certain nombre de cellules, en particulier les cellules cardiaques. Il est dans la membrane et il induit la différenciation cellulaire. C'est vraiment un facteur de croissance essentiel à la différenciation cellulaire chez l'homme et la toxine diphtérique se fixe précisément là-dessus de façon stable, est internalisée et exerce ses effets, et notamment sa toxicité au niveau des cellules cardiaques et nerveuses. Donc l'essentiel de la pathologie diphtérienne va être lié à cette atteinte cardiaque et cette atteinte neurologique. La première manifestation est néanmoins due à la multiplication de la bactérie. Cette fois-ci, c'est la bactérie et pas la toxine. Et c'est cette fameuse angine pseudomembraneuse qui caractérise le début de la diphtérie. C'est une angine qui est caractérisée d'abord par une altération de l'état général, un malaise, une fièvre modérée, souvent une perte d'appétit, et une pharyngite, mais une pharyngite qui, dans un premier temps, n'est pas spectaculaire. Donc la consultation est souvent un petit peu tardive. Ce qui va vraiment attirer l'attention du patient et surtout du clinicien, ça va être l'apparition des fameuses fausses membranes caractéristiques de la maladie qui tapissent le pharynx. Ces fausses membranes sont un dépôt de fibrine extrêmement épais, c'est une espèce de tissu de fibrine, de polynucléaires et de bactéries. C'est plein de Corynebacterium diphtheriae. La colonisation est massive
Et ces fausses membranes ne sont pas du tout des membranes, hein, c'est vraiment un dépôt. Ça adhère à la muqueuse pharyngée. Et si vous essayez de les prendre avec une pince, par exemple, vous déchirez cette muqueuse et vous avez un saignement. Donc on appelle ça des fausses membranes, parce que ce ne sont vraiment pas des membranes biologiques. C'est un tissu adhérent qui est fait de différents débris, de polynucléaires et de bactéries. Alors voilà l'image caractéristique de cette gorge sur laquelle apparaît la fausse membrane. Vous les voyez également ici. Et ça, quand vous essayez de les prélever, ces membranes, ça saigne tout de suite. L'évolution de la maladie, qui n'est pas constante, hein, ça peut être spontanément résolutif comme ça, et tant mieux, mais l'évolution qui, elle, va attirer l'attention, c'est que la prolifération des bactéries localement et la grosse réaction inflammatoire va entraîner un édème du pharynx. Un édème à l'intérieur, très spectaculaire, douloureux, avec une gêne respiratoire, mais également inflammatoire, et qui va donner un aspect très enflé du cou, avec un cou de taureau, hein, disparition ici du relief maxillaire et des épaules, et donc un édème vraiment important. L'extension qui est ennuyeuse, c'est l'extension au larynx, qui va modifier d'abord la phonation du patient, avec une voix rauque caractéristique, et qui éventuellement ensuite va bloquer la respiration. Et puis de façon plus rare, dans 10% des cas, l'invasion bactérienne peut être pulmonaire, et ça donne des formes particulièrement graves. Néanmoins, ça c'est la première partie, et c'est la partie qui est indépendante de la production de la toxine. La vraie diphtérie, dans sa forme ennuyeuse, qui est grevée d'une mortalité là aussi importante, 5 à 10% des cas, c'est une myocardite. C'est les effets de la toxine diphtérique sur les cellules du myocarde, et c'est essentiellement une maladie caractérisée par une arythmie. Il y a un syndrome hypotensif qui peut être important également, mais c'est surtout une maladie arythmique. À côté de ça, on a vu que les autres cibles étaient essentiellement les cellules nerveuses pour la toxine, et on a une prostration et un coma qui est relativement fréquent. Ces complications surviennent dans 10% des cas des angines pseudomembraneuses. Et leur mortalité est extrêmement importante. Alors pour mémoire, retenez qu'il y a d'autres formes de diphtérie. Je vous les cite parce qu'il ne faut pas les oublier dans une question d'internat par exemple. Il existe des formes malignes hémorragiques qui sont surtout des complications de ce qu'on vient de voir. Ce sont des formes gravissimes de la diphtérie classique telle qu'on vient de la voir dans la dernière partie de la diapositive précédente. Ce sont des complications de la forme laryngée, et il y a en plus de l'atteinte neurologique et de l'atteinte cardiaque, une atteinte rénale et digestive, une insuffisance rénale qui est très ennuyeuse, et il y a un syndrome hémorragique qui est important, qui se traduit par des pétéchies. Vous savez que les pétéchies sont ces petites hémorragies sous-cutanées sous forme de petites taches rouges brunâtres, et ça, c'est dû au fait que cette pathologie, dans cette forme maligne, s'accompagne d'une thrombopénie due à la toxine. Il y a une fixation de la toxine sur les plaquettes et une thrombopénie. Il existe des formes compliquées qui sont un peu, on va dire, atopiques, pas atypiques, mais atopiques, puisque c'est des infections oculaires, des infections auriculaires, éventuellement des infections génitales, notamment dans les pays chauds, des infections nasales, où l'angine ne se produit pas, les fausses membranes se trouvent sur la muqueuse nasale, donc des fausses membranes nasales, il faut penser à aller les chercher à cet endroit-là, avec un écoulement purulent et des adénopathies. Et puis, une forme que vous rencontrerez si d'aventure vous allez faire de la médecine tropicale, c'est la diphtérie cutanée tropicale. Ce sont des fausses membranes, et des fausses membranes qui peuvent être localisées à différents endroits. Génitales, je vous en ai parlé notamment, mais aussi cutanées, et ça, c'est un traumatisme avec contamination par la bactérie. C'est sur une plaie en général que démarre l'infection. Ce ne sont pas des données extrêmement importantes par rapport à la maladie classique, qui est celle que vous devez absolument connaître par cœur. Comment se fait le diagnostic bactériologique de la diphtérie? Eh bien, il va reposer sur la culture de la bactérie, mais maintenant vous avez bien compris qu'elle n'est pas suffisante, la présence de la bactérie. Il faut aussi mettre en évidence la toxine. Donc, diagnostic dual très particulier qu'on rencontrera quasiment jamais ailleurs, mise en évidence de la bactérie et mise en évidence de la production de toxines. Quels sont les prélèvements sur lesquels on peut trouver la bactérie? Eh bien, naturellement, les fausses membranes, dont je vous ai dit qu'elles étaient composées de fibrines, mais surtout de grosses quantités de bactéries. Et il faut aller les prélever, et c'est souvent pas très facile. La qualité du prélèvement que vous réaliserez est importante et très contributive au succès bactériologique d'identification.
Donc l'aluette, le voile palatal, les fosses nasales et éventuellement, dans une diphtérie tropicale, les lésions avec les fausses membranes. L'examen direct est absolument fondamental. On va avoir sur la fausse membrane une présence extrêmement abondante de corinébactéries. Il n'existe pas de diphtérie avec une flore normale sur un écouvillonnage de gorge sur lesquels on voit quelques corinébactéries. La difficulté diagnostique, c'est que la gorge humaine est pleine de corinébactéries, mais d'espèces absolument non pathogènes. Quand je dis pleine, c'est quand même pas la flore dominante. La flore dominante, c'est les streptocoques alpha-hémolytiques qu'on a évoqués hier. Donc, dans une flore sur laquelle il y a quelques corinébactéries, il ne va pas y avoir Corynebacterium diphtheriae. L'examen direct caractéristique, c'est beaucoup de bactéries et une apparence d'envahissement massif et pur. La caractéristique par rapport aux autres corynébactéries, c'est qu'elles sont un peu plus fines. Elles ont cette forme en massue toujours, mais elles sont un peu plus fines. Elles sont même souvent parfois allongées. Et leur décoloration est relativement facile, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours totalement gram-positives. Il peut y avoir des morceaux de la bactérie qui sont décolorés gram-négatifs. Donc voilà l'aspect, vous voyez que ça contraste pas mal avec l'aspect caractéristique en massue qu'on a vu tout à l'heure. Les formes sont plus longues, néanmoins il n'y a pas la régularité de l'hystéria. Et si vous regardez par exemple celle-ci, vous voyez que l'extrémité qui est en haut est un peu plus fine que l'extrémité qui est en bas. Ce n'est pas très net là-dessus, mais nous on a un peu l'habitude. Et ça, on ne prendra pas ça pour une listériose. La grande difficulté ensuite, c'est d'affirmer que c'est Corynebacterium diphtheriae. Et pour ça, il faut réussir à cultiver la bactérie. À la différence des autres corinnées qui poussent très très bien, celle-là pousse mal. Elle a besoin de milieux qui sont extrêmement riches. Et d'autre part, elle a besoin qu'on puisse s'affranchir du reste de la flore qui pousse bien. Donc il faut des milieux qui soient sélectifs, des milieux qui tuent les autres bactéries ou les empêchent de pousser et ne laissent pousser que Corynebacterium diphtheriae. Et idéalement, il faut que les milieux soient indicateurs, c'est-à-dire nous disent, dès qu'on voit les colonies, tiens, c'est bien Corynebacterium diphtheriae. Donc milieu riche, sélectif, indicateur, bien, il y a un milieu dont vous pouvez retenir le nom, c'est le milieu classique. Il s'appelle le milieu de Tinsdale. C'est un milieu qui est rendu très riche par l'adjonction de beaucoup de cystéine, un acide aminé qui protège les bactéries et les nourrit bien. Et un système à la fois sélectif et indicateur, qui est la présence d'ions telluriques. Les ions, le tellure est je crois que c'est un alcalinotéreux, je ne suis pas sûr, oui je crois que oui. C'est une substance qui est c'est un élément qui est extrêmement toxique pour toutes les bactéries. Quelques bactéries sont capables de réduire les ions telluriques et détoxifier ainsi ce composé toxique. Il y a les staphylocoques dorés et il y a Corynebacterium diphtheriae. Et les colonies, la réduction du tellurite va se manifester par une coloration noire des colonies bactériennes. Donc, colonie noire sur ce milieu-là, c'est vraiment la confirmation de Corynebacterium diphtheriae. Quand on veut garder la bactérie, on en a besoin pour aller chercher la toxine, pour faire éventuellement un antibiogramme, pour l'envoyer au centre de référence parce que c'est une bactérie rare, il faut pouvoir la conserver. Et là, le milieu de choix, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est pour ça que je vous l'ai cité, c'est juste du sérum de bœuf coagulé. Ça s'appelle le milieu de Loeffler, c'est du sérum coagulé sur lequel les bactéries poussent. Mais il faut partir de bactéries pures pour faire ce repiquage. Bien, ces petits détails bactériologiques étant passés, retenez les caractères, non pas tous, mais les caractères utiles. Catalase plus, comme l'hystéria, mais cette fois-ci, production d'H2S, d'hydrogène sulfuré, ça se voit très bien sur certains milieux de culture. Et je vous ai noté un caractère important qui est l'absence d'uréase. La plupart des corynébactéries qui colonisent de façon inoffensive votre gorge sont des corynébactéries qui sont uréase plus, alors que Corynebacterium diphtheriae est uréase négative. Et puis, grande sensibilité aux antibiotiques, en particulier à la pénigée, aux macrolides, aux aminosides, mais, comme c'est souvent le cas chez les corynébactéries, une résistance relative, ou parfois même importante, à toutes les céphalosporines de première, mais surtout de deuxième et troisième génération. Donc ne pas croire que le traitement de la diphtérie, en tout cas de l'angine diphtérienne, va passer par des molécules très compliquées. C'est vraiment la pénicilline G ou l'érythromycine qui vont être les antibiotiques de choix. La deuxième étape essentielle, c'est d'identifier la toxine. Et pour identifier la toxine, il faut absolument avoir la bactérie. D'où cette étape très importante mentionnée sur la diapositive précédente, la culture sur le milieu de Tinsdale et la conservation sur le milieu de Loeffler. Historiquement, on injectait les bactéries ou des suspensions bactériennes
à des cochons d'Inde, des cobayes, et on sacrifiait les animaux qui faisaient une maladie de toute façon foudroyante, avec une caractéristique, c'est la présence des fausses membranes, mais autour des surrénales. Donc on ouvre l'animal, on sort le rein et les surrénales, et on voit des fausses membranes sur les surrénales. Cette technique est abandonnée, mais historiquement, elle était très utilisée. Elle continue à être utilisée dans les centres de référence. Maintenant, on a des techniques d'immunoprécipitation. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente. C'est on fait migrer sur un gel, on fait diffuser sur un gel la toxine d'un côté, un anticorps de l'autre. Et au moment où se forme le complexe humain, on voit une zone de visualisation macroscopique avec une précipitation, une espèce de ligne blanchâtre qui correspond à la formation du complexe humain. Donc ce test d'immunoprécipitation s'appelle le test de Hellec. Mais néanmoins, ce qui se fait le plus souvent maintenant, c'est en tout cas ce qu'on fait ici à Pontchaillou, c'est quand on a, si d'aventure on a une suspicion de corynebactérie qui produit la toxine diphtérique, eh bien on réalise une extraction de son ADN et on amplifie le gène de la toxine, le gène qui s'appelle TOX, et c'est la technique qui marche bien, et en 2 heures, on a la réponse. Le traitement et la prévention de la diphtérie, et comme vous l'imaginez, puisque c'est surtout une infection toxique, ne va pas reposer sur l'antibiothérapie, ou en tout cas pas dans un premier temps. L'objectif, dans un premier temps, c'est de neutraliser les effets de la toxine. Donc c'est l'administration d'anticorps antitoxines, c'est donc une sérothérapie. Cette administration d'antitoxines se fait par dose unique, c'est extrêmement efficace. Et c'est un traitement d'urgence qu'il faut absolument conduire. Avant toute autre considération, on soignera la pharyngite après. Le traitement de la colonisation est important, d'une part parce qu'il y a des formes, certaines de ces pharyngites diphtériennes, de ces angines pseudomembraneuses sont très graves et très douloureuses, donc il faut les traiter, mais c'est aussi la source de colonisation et de contamination d'autres sujets dans la population. Donc il faut traiter cette colonisation dans un but épidémiologique. Donc ce traitement de la colonisation, il va se faire par les antibiotiques que je vous ai cités, et notamment la pénicilline G ou les macrolides. N'oubliez pas les céphalosporines, plutôt les pénicillines dans ce cas-là. Dans les souches qui viennent d'Europe de l'Est, maintenant, il y a 10 à 15% de résistance à l'érythromycine, donc on est un peu moins chaud maintenant pour faire la prophylaxie par les macrolides, alors que c'est quand même ce qu'il y a de mieux toléré et de plus pratique à donner. Bien. Donc, j'espère que vous avez bien vu à la fois le mode de fonctionnement de la bactérie et de sa toxine, et puis les 2 manifestations cliniques, l'angine et l'intoxination, et dans le traitement, les 2 composantes, la composante de neutralisation de la toxine et la composante de soin de l'angine pseudomembraneuse elle-même. Alors c'est une maladie qui a quasiment disparu dans nos pays. Ah oui, alors une petite note importante. Je crois qu'il est important pour vous que vous ayez accès à des sources sûres d'informations. Il existe sur le site de l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, une publication très complète sur de nombreuses maladies infectieuses, et notamment vous avez toutes les recommandations sur le traitement de la diphtérie. C'est vraiment important d'avoir des informations sur ce type de site parce que c'est une maladie rarissime. Le dernier cas en France, à ma connaissance, c'est en 2003. Donc il n'y en a pas eu depuis, mais c'est une maladie qui peut donner des bouffées épidémiques absolument dramatiques. C'est vraiment une très très grande maladie, c'est une des pestes des anciens temps et c'est vraiment une maladie pour laquelle on doit avoir des informations facilement accessibles. Donc le site de l'INVS est tout à fait documenté et c'est à partir des données qui sont dessus que vous devez par exemple rédiger une question d'internat. La maladie a disparu de nos pays, pourquoi ? Parce qu'on a une vaccination efficace. Vous savez que tous les enfants sont vaccinés avec le DT polio. Cette vaccination a fait disparaître la maladie, l'a fait sortir des esprits et a surtout complètement coupé les crédits de recherche consacrés à la diphtérie. Donc on a peu d'informations nouvelles sur le fonctionnement de la diphtérie. Et elle a un défaut, cette vaccination, c'est qu'elle n'empêche pas la colonisation. Elle ne neutralise que la toxine, donc on peut imaginer qu'un sujet vacciné peut tout à fait héberger Corynebacterium diphtheriae, par exemple en ayant été dans un pays d'endémie, et puis la rapporter dans son pays et éventuellement contaminer des gens qui ne seraient pas protégés par la vaccination. Vous savez que chez nous, la vaccination elle est extrêmement efficace pour les gens qui sont pénétrés par le système sanitaire, mais chez un certain nombre de sujets, en particulier immigrés, on n'a pas de vaccination et on a des populations absolument à risque de faire ce type d'infection. Quand je vous disais que le dernier cas de diphtérie remontait à 2003, c'est peut-être 2004,
Ça demanderait confirmation. Et on n'a pas eu de chance, ce n'était pas Corynebacterium diphtheriae qui donnait la diphtérie. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'il y a deux espèces assez proches de Corynebacterium diphtheriae, notamment Corynebacterium ulcerans, qui peuvent héberger le fameux phage qui contient la toxine. Et le phage en question se trouve dans le génome de Corynebacterium ulcerans, qui peut donner une infection initiale, banale, non détectée, avec production de la toxine. Donc, de plus en plus, on s'intéresse à ces corynébactéries qui ne sont pas nécessairement Corynebacterium diphtheriae, et on va faire les fameuses PCR à la recherche du gène tox dans des contextes qui évoquent la diphtérie. Donc, il faut que vous ayez une bonne connaissance du tableau clinique de la diphtérie pour vous dire qu'elle n'est pas nécessairement précédée par une angine pseudomembraneuse caractéristique, typique, et que vous allez pouvoir quand même avoir l'idée d'une diphtérie dans un tableau un peu différent. Donc, parmi les deux bactéries, ulcerans et pseudotuberculosis, les deux peuvent héberger la toxine, mais une forme classique de diphtérie ne semble pouvoir s'observer qu'avec Corynebacterium ulcerans. On va terminer ce topo. Pour être complet sur les corinnées, je vais vous parler de quelques genres bactériens tout à fait apparentés aux corynébactéries. La grande famille s'appelle la famille des actinomycètes, les actinomycétales, portent mal leur nom, ce n'est pas parce que ça s'appelle actinomycètes que ce sont des champignons. Les actinomycètes et les streptomycètes sont des bactéries, elles font simplement parfois des filaments. Et parmi ces actinomycètes au sens large, ces corynéformes au sens large, certaines espèces sont d'intérêt médical. Je vais vous en citer quelques-unes. Chez les corynébactéries, dont Corynebacterium diphtheriae fait partie naturellement, il y a plein de bactéries commensales, notamment des bactéries qui colonisent notre peau et colonisent notre oropharynx. Donc ce sont des bactéries à OGC%, elles sont assez voisines des mycobactéries, elles sont commensales ou environnementales, et chez des sujets fragilisés, elles vont pouvoir donner des infections. Leur pouvoir pathogène est extrêmement peu marqué. Quand on rend un résultat de corynébactérie, c'est pour indiquer au clinicien que c'est une contamination cutanée ou une contamination oropharyngée de son prélèvement qui nous est arrivée. Néanmoins, deux espèces présentent une caractéristique de multirésistance, résistance de très très haut niveau à de multiples antibiotiques, notamment à toutes les bêta-lactamines. Et ces deux bactéries sont Corynebacterium jejkeium et Corynebacterium urealyticum. On les rencontre dans deux contextes qui sont assez différents. Corynebacterium jejkeium est une des bactéries les plus résistantes qui peuvent coloniser les dispositifs intravasculaires, les cathéters par exemple, chez les sujets hospitalisés depuis longtemps et qui sont en général les plus fragilisés. Et on se retrouve avec cette bactérie peu virulente, mais qui néanmoins rentre dans la circulation sanguine via le cathéter et pour laquelle souvent on n'a pas d'autres traitements antibiotiques que les glycopeptides, comme la vancomycine ou la técoplanine. Et puis, dans un spectre totalement différent d'infections, Corynebacterium urealyticum, qui donne des infections urinaires, en général nosocomiales. Là encore, le même profil extrêmement résistant de ces bactéries et une colonisation des voies urinaires chez des sujets âgés, chez des sujets alités, chez des sujets avec des déficits neurologiques. Colonisation qui peut être suivie d'une infection urinaire. La bactérie porte bien son nom, elle s'appelle urealyticum, elle est capable de cliver l'urée. Quand elle clive l'urée qui est présente dans les urines, il va y avoir production d'ammoniac et alcalinisation importante des urines. Et cette alcalinisation peut être à l'origine de la précipitation de cristaux qui ne se survient qu'en situation alcaline, notamment les phosphates ammoniaco-magnésiens qui peuvent être à l'origine de calculs, et notamment de calculs vésicaux. Pas nécessairement de calculs pyélocaliciels, mais de calculs vésicaux. Donc une des maladies qui a la réputation d'être lithiogène au niveau urinaire. Ces deux bactéries sont difficiles à faire pousser au laboratoire parce on les appelle des bactéries lipophiles. On a besoin de mettre du gras pour qu'elles poussent. Et on met une forme de lipide qui s'appelle le twin, peu importe, sur les milieux de culture. Et les microbiologistes peu expérimentés, en ville par exemple, oublient parfois cette nécessité de mettre du gras pour faire pousser ces deux espèces. Bien, alors ça c'est des corinnées classiques de la même famille que Corynebacterium diphtheriae et leur principale caractéristique c'est infection nosocomiale et multirésistance. À côté de ça, un certain nombre de bactéries corinéformes, donc elles ont la même forme, le même aspect, à peu près le même métabolisme, mais elles tolèrent assez mal l'oxygène. Elles sont anaérobies facultatives, mais elles poussent mieux quand on enlève un peu de la tension d'oxygène dans les milieux de culture.
Il y a 5 genres importants de ces corinéformes qu'on peut rencontrer chez l'homme. Les 4 plus importants sont mentionnés sur la diapositive, c'est ceux qui donnent des infections. Actinomyces, Propionibacterium, Arcanobacterium, éventuellement Bifidobacterium. Il y en a un dernier qui s'appelle Actinobaculum, mais qui n'a pas été décrit comme donnant des infections chez l'homme. Eh bien, ces 5 genres de bactéries, qui sont des bactéries commensales essentiellement de la muqueuse oropharyngée, mais également des follicules pileux, pour Propionibacterium acnes, sont des bactéries très occasionnellement pathogènes. Mais lorsqu'elles sont pathogènes, elles vont réaliser des absédations profondes, des suppurations profondes extrêmement difficiles à traiter. Non pas parce que ce sont des bactéries résistantes, mais c'est parce qu'elles vont faire des collections granulomateuses totalement isolées du reste de l'organisme. Il va y avoir une grosse réaction inflammatoire autour de l'abcès infectieux, mais aucune atteinte des bactéries par les antibiotiques. Les bactéries sont, on le verra avec la tuberculose, dans le cas du granulome tuberculeux, les bactéries sont à l'abri des antibiotiques et ces pathologies sont très difficiles à traiter, en particulier quand la localisation de ces abcès est cérébrale. Et l'une d'entre elles a un pouvoir pathogène particulier, on la rencontre assez rarement heureusement, c'est un germe de la bouche qui s'appelle Actinomyces israeli, et Actinomyces israeli donne des abcès au cerveau qui sont extrêmement difficilement curables autrement que par la chirurgie, et vous imaginez bien combien peut être pénalisante et délétère la chirurgie cérébrale quand il s'agit d'enlever une masse de type abcès. Et puis, je vous cite pour mémoire une bactérie qui s'appelle Arcanobacterium hemolyticum. Elle ressemble un peu à un streptocoque du groupe A en termes de culture, mais c'est une corinébactérie. Et cette bactérie-là donne, semble-t-il, des pharyngites qui ont été assez récemment identifiés chez les sujets jeunes. Sujets en pleine santé, on s'attend à trouver du streptoa dans leur gorge, et à la place, on trouve une culture pure d'Arcanobacterium. La principale caractéristique de ces espèces, en tout cas au laboratoire, c'est une extraordinaire sensibilité in vitro aux antibiotiques et en particulier à la pénicilline G. Les concentrations minimales inhibitrices de PNIG sont absolument ridicules. Vous mettez une trace de PNIG, vous tuez la bactérie sur les boîtes. Malheureusement, dans les sites absédés profonds, ces antibiotiques n'arrivent pas nécessairement. Et cette famille des corinéformes, on va le voir par extension la semaine prochaine, c'est aussi la famille des mycobactéries. Et vous verrez que le contraste sera saisissant entre ces bactéries comme Actinomyces israeli, ultra sensibles à la pénicilline, et les mycobactéries comme Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium leprae, qui au contraire sont sensibles à aucun antibiotique classique. Mais ça, c'est l'histoire qu'on évoquera la semaine prochaine dans le cours dédié à la tuberculose et à la lèpre. Je vous remercie de votre attention.